Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Danick Julien et voici votre bulletin d'information régionale de la région de Portneuf, Info CJSR. Les villes de Portneuf et Donnacona ont reçu plus de 3,7 millions de dollars pour leurs infrastructures d'eau. L'École du Bon Pasteur de Cap-Santé dispose d'une nouvelle classe extérieure. Alcoa a fait un important don à l'École du Bateau Blanc de Saint-Casimir dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Finalement, Aubert nous offre un reportage sur l'utilisation de la biomasse par l'entreprise Prométal de Deschambault. Et Charles Laviolette nous parle de la ressourcerie de Portneuf. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. « 3,7 millions de dollars ont été attribués à la région de Portneuf dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau du gouvernement du Québec, le PRIMO. En effet, la ville de Donnacona a reçu plus de 500 000 $, tandis que la ville de Portneuf a reçu 3 236 000 $. Ces aides ont été mises en place pour aider les deux villes à améliorer leur infrastructure d'eau. Pour Donnacona, le montant va permettre de réaliser des études et des activités pour la conception de son projet de réduction des débordements. En fait, le projet a pour but de garantir une meilleure gestion de l'eau de Donnacona. Voici le maire Jean-Claude Léveillé à ce sujet. Il ne faut pas se cacher, la ville de Donnacona, présentement, on est pratiquement à pleine capacité de nos étangs aérés. Alors, le projet qui s'en vient, le prochain projet qui s'en vient, c'est justement pour pas nécessairement agrandir, mais mieux, je dirais, avec des nouvelles technologies, mieux contrôler les eaux usées de cette façon-là. Puis on va avoir une usine sur place également de ce qu'on n'a pas présentement. Là. La ville a grandi, oui. Et puis, justement, avec les réservoirs, qu'on parlait tantôt d'un réservoir, séparer les deux systèmes, mais là-dessus, on va vraiment contrôler qu'est-ce qui rentre à nos étangs usés. Parce que, comme j'ai déjà parlé, lorsqu'il y a mettons, on sait des fois il y a des orages, je veux dire que ça arrive, ça tombe, c'est des millimètres et des millimètres de pluie dans peu de temps. Cette eau-là, mais souvent, elle se ramassait dans nos étangs aérés, justement. Fait que c'est de l'eau de pluie qui ne devrait pas normalement se retrouver dans cet espace-là. Pour Portneuf, l'aide financière, qui est à plus de 3 millions de dollars, va servir au renouvellement des conduites d'eau potable usées et de pluie. En fait, on parle de plus de 1000 mètres de tronçons qui seront remplacés. Voici le maire, Mario Alain. Dans le fond, ça va nous permettre de compléter le travail qui est entrepris il y a déjà une quinzaine d'années, c'est-à-dire la mise à niveau de toutes nos infrastructures, incluant la séparation des réseaux, incluant les capacités de traitement, incluant la distribution d'eau potable. Ça ne nous donne pas d'amélioration de capacité, mais ça nous donne la mise à niveau pour arrêter de traiter des eaux qui viennent, qui n'ont pas rapport. C'est temps que je parlais, c'est lui qui va être complété avec la subvention qu'on obtient aujourd'hui. Okay. Parce que, comme je disais, en 2021, on est allé en soumission avec le programme FIMO, c'est-à-dire.
Puis, les sommes attribuées à ce moment-là étaient insuffisantes pour combler les besoins. On était en pleine période inflationniste, pleine période que les coûts de travaux augmentaient. Fait qu'il a fallu reporter le projet. Puis c'est là qu'on en est. On relance le projet pour compléter parce que c'est le dernier secteur qui nous reste sur le territoire de la ville de Portneuf pour être complètement traité puis à l'ordre du jour, je dirais. Le député de Portneuf, Vincent Caron, était sur place lors de l'annonce. Il s'est réjoui de celle-ci. En fait, c'est un coup de pouce majeur du gouvernement envers ces deux villes. Niveau éducation à Neuville, des discussions auraient débuté entre la Caisse des jardins du centre de Portneuf et le centre de services scolaires de Portneuf, quant à une éventuelle opportunité d'affaires. En effet, il y aurait la possibilité d'un achat du bâtiment de la Caisse de Neuville par le centre de services scolaires. Voici les propos de Marie-Claude Tardy qui s'est entretenue avec Aubert Tremblay il y a quelques semaines. Elle est directrice du centre de services. La voici donc qui admet que même si ces discussions sont encore en étape de commencement et que le tout est prématuré, le tout est en fait là, en préparation. On l'entend maintenant. On a effectivement fait une demande d'ajout d'espace dans le cadre d'une opportunité d'affaires parce que la Caisse populaire de Neuville déménagerait et les bâtiments actuels nous seraient offert par le Mouvement des Jardins à un prix très, très, très raisonnable. Et on est en train de faire des validations pour voir si on est capable de transformer ce bâtiment pour y ajouter des locaux de classe. Mais on a encore des évaluations d'ingénierie à finaliser là, pour être sûr qu'on est capable de transformer ce bâtiment en locaux de classe sans que ça nous coûte une fortune en réfection de bâtiment. François Mercier, le directeur de la Caisse du centre de Portneuf, a également confirmé que les discussions avaient bel et bien lieu. Nous prenons un court instant de ce bulletin d'information pour vous rappeler que les commémorations du Jour du souvenir ont eu lieu ce samedi 11 novembre dernier. Comme à son habitude, la ville de Donnacona tenait une cérémonie en compagnie de nombreux vétérans et des députés de la région. Le Jour du souvenir existe au Canada dans sa forme actuelle depuis les années 30. Il est désigné pour la mémoire des soldats ayant perdu la vie. Philippe Papillon était sur place. Voici un court extrait de sa prise d'image. Le concours de photographie pour le Festival de la Banquise a encore lieu cette année alors que le secteur de la marina de Portneuf sera animé du 1er mars au 3 mars 2024. Sous le thème du fleuve Saint-Laurent, à toutes les saisons, les photographes amateurs et professionnels de la MRC de Portneuf sont invités à soumettre leurs photos au concours citoyen. Le comité va sélectionner 10 images récentes et anciennes qui célèbrent ce patrimoine fluvial de la région. Les lauréats verront leurs photographies présentées sur des panneaux autoportants sur le quai de Portneuf lors de l'événement. Les photos seront illuminées seulement le soir du lancement le vendredi 1er mars 2024. Une nouveauté cette année, un volet relève est également déployé afin d'encourager les jeunes de 12 à 17 ans à participer au concours de photos en leur réservant donc une place dans l'exposition. De plus, l'ensemble des personnes gagnantes recevra un prix de participation, une tuque donc aux couleurs du Festival de la Banquise. La compagnie Alcoa a remis plus de 11 000 $ à l'école Bateau Blanc de Saint-Casimir pour l'occasion du grand défi Pierre Lavoie, en plus de remettre 12 500 $ à celui-ci. Pour l'école du Bateau Blanc, cela va se traduire en achat d'équipements sportifs. Voici le reportage de Charles Laviolette. Dans le cadre du défi Pierre Lavoie 1000 km, une équipe de 5 cyclistes d'Alcoa a parcouru cet été 1000 km au profit de l'école Le Bateau Blanc de Saint-Casimir, réussissant à amasser près de 11 000 $.
Serge Bernier, capitaine de l'équipe Alcoa, a partagé avec nous son expérience. On a traversé pas mal de la Terrière à aller jusqu'au lac Beauport, de lac Beauport jusqu'à Montmagny, de Romoinville, en passant par Victoriaville, Coansville, McMasterville, Bromont. Puis il y avait des étapes qui étaient plus ardues d'autres, qui avaient plus de dénivelé, et d'autres de jours qui étaient plus relativement plats. Puis pour composer l'équipe, ça prenait 5 candidats, 5 personnes, à différents niveaux, intermédiaires, avancés, et aussi quelqu'un qui voulait se remettre en forme. Donc, dans notre équipe, il y avait une personne qui voulait recommencer à être en forme. Donc, cette personne-là faisait des étapes qui étaient plus à plat, donc moins dénivelées. Pour faire l'inscription au niveau du défi Pierre Lavoie, on devait composer une équipe, s'inscrire, puis aussi avoir une équipe parrainer une école. On a décidé de parrainer l'équipe du Bateau Blanc. Le but de l'exercice, c'est de faire bouger, d'avoir une saine habitude de vie, c'est de faire bouger les jeunes. Josiane Matt est directrice de l'école Le Bateau Blanc. Donc, effectivement, oui, nous étions vraiment enthousiastes lorsque nous avons vu le montant, puisqu'au départ, on avait un objectif de 5 000 $. Puis, il a été doublé, en fait, plus que doublé. Alors, effectivement, très content du montant. J'ai consulté l'équipe école et l'équipe école a choisi, dans le fond, d'investir au niveau des skis de fond. Quand on a eu l'offre de participer avec Alcoa au défi, ça devait entrer dans les saines habitudes de vie pour chez les élèves. Donc, c'était un critère, en fait, pour être admissible au projet. Et en discutant avec l'équipe école, il y avait l'intérêt d'aller vers le ski de fond parce que c'est un sport que les élèves ne connaissent pas beaucoup. Donc, puis qui touche les élèves du préscolaire 4 ans jusqu'à la 6e année. Donc, c'est un projet vraiment rassembleur, des petits jusqu'aux grands pour notre école. Pour son édition 2024, le défi Pierre Lavoie a déjà annoncé une réforme de son mode de fonctionnement qui réduira les déplacements motorisés et l'émission de gaz à effet de serre grâce à un camp basé au PEPS de l'Université Laval. La ville de Saint-Raymond-de-Portneuf a procédé à la sermentation de 2 pompiers volontaires ayant complété leur période de probation ayant une durée de 1 an. Les 2 pompiers en question sont Benjamin Robitaille et Anthony Moras. Le maire Claude Duplain s'est réjoui de voir 2 jeunes entrer dans la fonction de pompier à Saint-Raymond. Il a d'ailleurs profité de ce moment pour exprimer sa gratitude aux pompiers qui ont agi dans plusieurs cas spéciaux cette année, comme la tempête du temps des fêtes 2022, mais aussi dans les inondations. Lors du conseil de ville de Saint-Raymond qui s'est déroulé ce lundi 13 novembre, l'artiste raymondois Gino Carrier s'est adressé aux membres du conseil pour mettre en valeur une murale qu'il a créée, retraçant l'histoire de la fondation de Saint-Raymond de 1842 à 1952. Selon ce qu'il a été dit dans son allocution, Gino Carrier souhaitait que l'œuvre originale de 4 pieds par 24 soit acquise par la ville de Saint-Raymond pour être exposée dans l'aréna, par exemple. Il se trouve que des contacts avec la ville il y a 4 ans allaient en ce sens. L'œuvre représente plusieurs tranches d'histoire de la ville de Saint-Raymond, alors que les Premières Nations sont représentées, le chemin de fer également. La position de la ville concernant cette œuvre a évolué cependant. Comme pour en arriver à l'exposition de l'œuvre, il faut que celle-ci soit approuvée par la nation Huron-Wendat, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Voici ce que Claude Duplain, maire de Saint-Raymond, a dit à ce sujet lundi soir. Ce que vous avez fait, M. Gino, est je dirais même extraordinaire. OK? Merci. C'est beau. Je l'aime, moi, personnellement. On ne mettra pas, on n'affichera pas. Saint-Raymond n'affichera pas quelque chose dont la nation n'a pas l'appréciation. Et je vous ai demandé depuis longtemps, puis je vous l'ai dit, monsieur Gino, on a un problème, vous avez un problème, OK? On va travailler avec la murale si la nation Huron nous dit oui. Nous allons parler plus en détail de ce sujet la semaine prochaine. M. Carrier sera dans le prochain bulletin Info CJSR.
2 résidents de l'Estacade de Saint-Raymond ont fêté leur 100e anniversaire vendredi dernier. Il s'agit de Mme Rita Vézina et M. Roger Thibault. Le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, le député Vincent Caron et le député Joël Godin étaient tous présents pour célébrer ces 2 anniversaires. Le maire a d'ailleurs expliqué lors du dernier conseil de ville qu'il avait discuté avec les fêtés nés en 1923. Il a d'ailleurs remarqué que Mme Vézina et M. Thibault ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au retour de la pause, on discute avec l'organisme Campagnard qui utilise l'art afin d'intégrer les nouveaux arrivants dans Port-Neuf. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. Demain soir, au 213 de Donnacona, aura lieu le vernissage de l'œuvre d'art Passerelle, organisé par l'organisme Campagnard de Portneuf et Jacques Cartier. Passerelle, c'est des mosaïques qui présentent plusieurs œuvres d'art faites par de nouvelles arrivantes dans Portneuf. Je me suis entretenu avec les responsables un peu plus tôt aujourd'hui. Voici cette entrevue. Je suis présentement à la Cité agricole de Saint-Augustin pour parler d'un beau projet Passerelle qui est organisé par Campagnard. Et pour en parler, j'ai 2 personnes avec moi. Linda Boucher, qui est membre fondatrice, et Francine Blais, qui a rejoint le projet. Bonjour à vous 2. Bonjour. Alors, on commence, avant de parler de Passerelle, de parler de Campagnard. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Campagnard, c'est un organisme sans but lucratif qui est né ici à la Cité agricole et qui a été formé par des artistes, donc des artistes peintres, mais aussi des artistes de toutes sortes de provenances. Donc, on est 4 femmes qui animons ça et ce qu'on voulait, notre objectif, c'est de démocratiser l'art, de le rendre accessible à tous. Donc, de proposer des activités à toute la population pour expérimenter toutes sortes de formes d'art. Et depuis combien de temps, Campagnard, ça a commencé là, comme mouvement, comme organisme? Je dirais 3 ans maintenant. OK. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites par Campagnard depuis ces 3 années-là? Bien, à chaque fois que la Cité agricole propose des activités thématiques, les artistes de Campagnard vont offrir aux familles et aux participants la possibilité par exemple, si on fait un projet de semis au printemps, bien, avec les artistes de Campagnard, on va peinturer des pots. Par la suite, on va faire la plantation des graines ou la plantation des fleurs, etc. Ou le thème de l'Halloween, on va faire une activité familiale sur la thématique de l'Halloween, pour coiffer des citrouilles, pour, enfin, toutes sortes de façons. Pour le temps des fêtes, on va faire les petits gnomes qu'on avait fait. Donc, les familles viennent ici et c'est vraiment Campagnard qui prend en charge les activités pour expérimenter l'art sous toutes ses formes. Vous êtes basé à Saint-Augustin-de-Desmaures, également à Neuville. Est-ce que le milieu agricole, c'est justement votre seul médium pour faire l'art ou vous allez justement un peu partout? On est extrêmement large, mais c'est sûr que la nature, les artistes sont très sensibles à la nature, donc ça nous influence beaucoup là, dans la pratique de notre art. Présentement, nous sommes en fait jeudi. Vendredi, il va y avoir
vernissage de l'exposition Passerelle, on en voit justement là, des bouts à l'arrière. Passerelle, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Passerelle, c'est un programme qui nous vient du ministère des Communications, de la Culture et des Communications. Le projet, c'était Culture et Inclusion. Et donc, Luce Théberge, qui est absente aujourd'hui, mais Luce avait eu l'idée de proposer un projet au niveau de ce programme-là. Et on a été accepté. Donc, le projet, ça s'adresse aux immigrants. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin à leur niveau de s'exprimer, de se réunir, d'apprendre le français. Et donc, on se disait que par notre talent artistique, on trouvait que c'était une façon originale de rejoindre ces gens-là. Et donc, ce sont donc des immigrants, des immigrantes pour la plupart des femmes, qui se sont jointes au projet, qui était comme en 2 phases. Donc, une première phase, c'était de dédramatiser l'apprentissage du français. Alors, ce qu'on voulait, c'était ma partie, parce que j'ai une formation de comédienne, donc l'objectif qu'on poursuivait, c'était de leur dire, outre la rectitude grammaticale, on est capable de parler français, mais de toutes sortes de façons. Alors, de ne pas s'arrêter à ça. Et mon objectif, moi, c'était de leur démontrer que, oui, il y a les mots, c'est une façon de s'exprimer, mais au-delà de ça, il y a toute l'expression verbale, tout le non-verbal de notre corps, les expressions. Et puis, donc, ce qu'on avait envie de faire, c'est de leur faire vivre des expériences amusantes, d'erreurs, d'apprentissage de français, où ils pouvaient s'exprimer, puis de chasser la crainte. Donc, c'était, je vous dirais que c'était ça, l'objectif de notre rencontre. Il y avait également un deuxième volet, qui celui-là est plus au niveau d'expression artistique. Donc, c'est de s'exprimer par les couleurs, les papiers, les formes. Donc, c'est le résultat que vous voyez à l'arrière, c'est suite à l'expression... à l'atelier théâtral. C'est ça, l'atelier théâtral. Donc, les gens se sont exprimés sur ce qu'ils vivaient, sur ce qu'ils ressentaient, sur leur état d'âme au moment, parce qu'ils sont nombreux, puis ils ne sont pas tous arrivés au même moment non plus. Donc, c'est ce qui faisait la variété du résultat des toiles. Ici, vous avez la représentation d'une dame qui est arrivée depuis un petit moment. Sa représentation, elle, a mentionné que pour elle, l'hiver, c'était très difficile pour elle. Ça lui a pris un temps d'adaptation. Donc, cette émotion-là s'est matérialisée de façon, on voit l'hiver et les flocons, et maintenant, c'est elle s'est représentée elle-même par la fleur pour montrer qu'elle a réussi à s'adapter au milieu. Donc, la prochaine œuvre, c'est une dame également qui, elle, suite de constater tout ce qui se passe, tout ce qu'elle vit au quotidien, son émotion matérialisée est celle-ci. Donc, il y a un texte qui est écrit. « Le temps finit par changer. Le passé restera une part de nous. Ça ne doit pas devenir ta prison. » Donc, c'est un beau texte exprimant l'intégration, s'adapter. Alors, c'est à tout ça que servent les arts visuels et campagnards multi. Et parlez-nous un peu de la façon dont ça s'est réalisé avec les personnes. Vous dites que c'est en majorité des femmes immigrantes qui ont participé à Passerelle. Lorsqu'ils ont créé leur toile, est-ce que toutes les personnes étaient ensemble, regroupées ensemble pour travailler, oui? Absolument. Alors, on explique, dans le fond, pour exprimer leur art visuel, ce qu'on leur disait, c'est laissez sortir ce que vous avez envie d'exprimer. Et la plupart, tout de suite, ont fait des liens avec leur vécu, les difficultés, les joies, les bonheurs, par rapport à leur situation d'immigrante, à leur isolement et à leurs difficultés. Et donc, ça a donné lieu à des toiles qui sont toutes extrêmement différentes les unes des autres, mais toutes portent, je vous dirais, un message très, très fort de leur vécu d'immigrante. Et ça, c'était très touchant. Je vous avoue que lorsque les femmes nous expliquaient la raison de leur toile, c'était extrêmement touchant. Et ça, là, on se disait que c'est un succès d'entendre toutes ces belles émotions-là, finalement. Ce fut d'excellents échanges entre elles par la suite, parce que souvent les gens gardent leur émotion pour elles, les femmes gardent leur émotion pour elles. Donc là, ça a été une occasion de matérialiser une émotion.
Donc, ça, c'est important. Puis, les autres ont pu aussi échanger puis voir constater aussi qu'est-ce que les autres vivent. Puis, ça a créé un phénomène d'encouragement, de solidarité. Et justement, ça, c'est quelque chose qui est bien important. J'imagine que pour Campagnard, voir que les émotions ont été matérialisées de cette façon-là, c'est encourageant peut-être pour la suite. Est-ce qu'on voudrait reproduire ce genre d'activité-là dans le futur? Alors, Passerelle a été fait au mois de mai, début du mois de mai, avec notre première étape du projet. On a une deuxième étape qui a été faite avec le Centre de formation professionnelle, qui a été aussi un vif succès. Donc, on compte bien propager ce beau projet-là à travers le comté. Mais la difficulté, je vous dirais, c'est de rejoindre les immigrants parce qu'on s'est rendu compte, lorsqu'on a mis notre projet en place, que c'était difficile pour ces femmes-là. D'abord, elles sont isolées. Et aussi au niveau de l'organisation, pas de transport, pas de gardien, Et nous, on tenait tellement à avoir ce projet-là, qu'est-ce qu'il se concrétise, qu'on s'est rendu compte que non seulement on devait leur offrir un programme d'activité, mais qu'on devait aussi les aider à s'organiser. Donc, on les a aidés à s'organiser pour le transport. On avait, pendant que les femmes travaillaient sur les toiles, bien, les enfants étaient dans une autre pièce à faire d'autres choses. Donc, on les a nourris pour être sûr qu'elles soient bien. Donc, on s'est rendu compte que les besoins étaient quand même très grands à leur niveau pour s'organiser. Et ça nous fait prendre conscience à quel point ils sont déstabilisés lorsqu'ils quittent un pays puis qu'ils arrivent ici dont ils ne parlent pas la langue. Est-ce qu'on a conscience à quel point c'est difficile pour elles? Donc, le fait d'offrir ces ateliers-là et de voir qu'elles ne sont pas seules, que d'autres femmes vivent les mêmes difficultés, bien, je pense que ça met un peu de baume au cœur. Donc, en fait, le vernissage de Passerelle, comme je l'ai dit, c'est vendredi. On va être le 17 novembre. Ça se passe à Donnacona au 213, exact? Exactement, exactement. Tout le monde est invité à venir nous voir, à venir voir les œuvres. Et puis, je pense qu'on va vivre un beau moment. On va revivre de beaux moments. C'est sous une formule 5 à 7. Donc, tout le monde est le bienvenu. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine à Cap-Santé, ce sera le fameux marché de Noël d'antan qui en est à plus de 20 ans d'existence. Philippe Papillon s'est entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec le président Denis Villeneuve et l'adjoint coordinateur William Doré. Voici ce qu'il nous a préparé. Bonjour, moi c'est Denis Villeneuve, je suis président du Noël d'antan, du marché du Noël d'antan à Cap-Santé. En plus d'être responsable du volet artisan et aussi je suis artisan sur le site tout au long de la fin de semaine aussi. Bonjour, William Doré, je suis coordonnateur adjoint du Noël d'antan. On a une belle programmation cette année encore avec beaucoup de monde de la région de Portneuf. On a comme le... Denis Côté? Oui, Denis Côté. Denis Côté, accordéoniste. Oui. De Cap-Santé. On a Chemin de Traverse, le groupe en fait, dont un des membres de ce groupe-là, qui est le petit-fils de la Bolduc. Ensuite, on a l'animation sur la place des Jardins des Enfants qui va être faite par Frisson et Célutin. Oui. On a aussi Mme Crayon qui fait un musée de l'écriture, qui retrace l'histoire de l'écriture. Ensuite, on a toujours, comme chaque année, comme les 5-10 dernières années, on a la démonstration de forge qui va se faire sur le site. Il y a aussi la Vallée secrète qui va être présente toute la fin de semaine avec 2 parcours, un pour les plus jeunes et un pour les plus vieux. C'est des chasses au trésor qui se déroulent sur le site. Donc, quelque chose de vraiment bien pour être fait en famille. Donc, oui. Autant les petits que les grands. On a aussi les filles du roi. Oui, avec les soldats Carignan-Salière aussi qui vont être présents. Ils vont se promener sur le site, faire des démonstrations aussi. Donc, beaucoup d'animations. Même les filles de roi, je pense qu'ils font un spectacle aussi de chant. Oui, avec leur chorale, là, les voix de la Neuve-France. Donc, beaucoup d'animations. Suit le coup de départ qui est fait toujours avec l'arrivée de Saint-Nicolas, donc la marche des anges qui va avoir lieu le vendredi soir. C'est assez impressionnant de voir
quoi, une cinquantaine d'anges environ? Ah, plus de 70 là, qu'on a des anges. Tous des enfants déguisés en anges qui, cette année que le parcours change un peu, ils vont sortir de l'église avec Saint-Nicolas, puis comme à l'habitude, venir illuminer le grand sapin qui est juste là-bas. Donc, c'est l'illumination du grand sapin, c'est vraiment l'inauguration du marché. À 7 h le soir, le vendredi. Donc, on invite tous les gens à venir nous voir. C'est une fin de semaine, 3 jours à la fin du mois, donc le 24, 25 et 26 novembre à Cap-Santé. Comme j'ai mentionné tantôt, le marché du Noël d'antan à Cap-Santé, c'est vraiment un travail ardu de plein de bénévoles tout au long de l'année. Il y a toujours le comité organisateur qui a environ 10 membres sur le comité organisateur. Mais tout au long de l'année, on progresse, puis il y a des sous-comités qui travaillent. Puis lors de l'installation du site, c'est environ... En tout, là, on a plus d'une centaine de bénévoles qui travaillent pour faire le Noël d'antan. C'est des passionnés, puis c'est ça donc. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à venir nous voir à Cap-Santé, notre événement qui est unique, puisqu'on est le plus ancien marché de Noël extérieur du Québec. Donc vraiment une expérience à découvrir. L'école Bon Pasteur de Cap-Santé a dorénavant une nouvelle classe extérieure nommée la forêt pédagogique. En effet, une petite forêt a été acquise par le Centre de services scolaires de Portneuf en collaboration avec Alcoa pour la mise en place de nouveaux espaces destinés aux jeunes. Ça, c'est en Sentier. C'est le 10 novembre dernier que le tout a été inauguré. Il était important pour le Centre de services scolaires d'offrir un endroit calme pour les jeunes, donc pour l'apprentissage. Voici Marie-Claude Tardif, la directrice générale du CSS de Portneuf. Écoutez, moi, je veux lever mon chapeau bien haut à l'équipe école de l'École du Bon Pasteur qui a, à partir de leurs rêves, de leurs projets, ont travaillé depuis plusieurs années à créer ce beau projet-là, à rendre ça possible, à saisir toutes les opportunités également pour pouvoir avoir un développement concret. On me disait que ça fait maintenant 4 ans qu'on y pense, donc qu'on le développe, qu'on le rêve, etc., puis qu'on n'est que dans la phase 1. Alors, c'est extraordinaire. Je trouve tellement que nos enfants sont privilégiés d'avoir un temps, un espace d'apprentissage dans la forêt, dans la vie, et un espace aussi qui est calmant, parce qu'on dirait qu'on est agité comme société actuellement. Le projet a été porté par l'École du Bon Pasteur avec la collaboration de plusieurs partenaires. Voici Annie Lachance, directrice de l'École du Bon Pasteur, qui explique avec justement les enseignantes Josée Toupin, Ingrid Tessier et Caroline Baudry, ce qui a poussé le projet. Nous voulons également souligner que les personnes qui ont œuvré à installer les pieux, à monter le préau, à aménager le terrain, à installer la clôture, ainsi que l'arpenteur, ils ont tous, sans exception, fait beaucoup plus que le service qui était demandé. Cela démontre clairement les valeurs intrinsèques qui inspirent de travailler avec la nature. L'entraide, le respect, le partage et l'engagement. Cet état d'esprit est un legs que l'École du Bon Pasteur aimerait vraiment offrir à tous leurs élèves. Et finalement, la Fondation Alcoa a également participé aux efforts pour mettre en place le projet. Voici Pascal Rochette, directeur général de l'usine de Deschambault, à propos de l'implication de l'entreprise et de ses employés. Vous savez, la Fondation Alcoa, ils ont comme 2 valeurs principales d'investissement dans la communauté, soit l'éducation puis l'environnement. C'est difficile d'avoir un meilleur projet qui marie les deux ensemble. C'est vraiment très, très heureux de pouvoir contribuer à ça via la Fondation Alcoa. Je suis moi-même amateur de plein air, je crois beaucoup aux bains de forêt. Fait que je suis convaincu que vos élèves vont en bénéficier, vous autres aussi, qui vont pouvoir apprendre dans un environnement qui est unique puis qui va être très, très inspirant. Fait que je suis vraiment heureux d'annoncer qu'en fait, qu'on contribue à la hauteur de 24 000 $ canadiens pour la réalisation de ce projet-là. Je voudrais aussi souligner M. Frédéric Girard qui est en arrière. C'est un de mes collègues à la luminerie. Frédéric, qui est un des papas d'élèves de l'école ici, puis qui a décidé de mener un programme action l'été dernier, en août, qui a permis de faire le montage du préau là, de l'abri dans lequel on est. Ça fait que sans l'apport de Frédéric qui a décidé de mener le projet,
il a mobilisé des bénévoles de l'usine puis de la communauté qui ont travaillé pendant une journée, là, puis ça a donné lieu aussi à un chèque supplémentaire de 3 000 $ pour la réalisation du projet. C'est un autre bel exemple que quand on se met tout ensemble, bien, on peut réaliser des grandes choses. Il sera possible pour les jeunes de l'École du Bon Pasteur d'en apprendre beaucoup dans ce nouveau type de classe extérieure. Hier soir, l'organisme Arc-en-Ciel de Portneuf, qui s'occupe de tout ce qui traite de santé mentale, tenait une conférence destinée aux pères aidants. Pour comprendre ce que c'est, je me suis entretenu un peu plus tôt avec l'agent de communication Stéphane Lépine. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai avec moi l'agent de communication et relations avec le milieu de l'organisme Arc-en-Ciel, Stéphane Lépine. Aujourd'hui, bonjour Stéphane. Salut Danick, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Stéphane, on parle des activités de l'Arc-en-Ciel. On est au mois de novembre. Hier, vous avez eu une conférence pour justement la santé mentale. Parlez-nous un peu des activités de votre organisme là, dernièrement. OK. Bien, hier, c'était une conférence qui est organisée par notre département. Tu sais, on a quand même beaucoup de volets de services à l'Arc-en-Ciel. On s'occupe de tous les volets de la santé mentale. On parle de la prévention du suicide, la réadaptation, la réinsertion. Là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment les pères, excusez, il faut pas se mêler, les pères aidants famille et les pères aidants. Alors, pour un petit peu démêler tout ça, justement, je voulais vous parler de Proches aidants. Il y a une association qui est vraiment extraordinaire aussi dans Portneuf, qui est les Proches aidants de la capitale nationale, secteur de Portneuf. Eux autres, ils s'occupent de la facette où tu es avec une personne, soit une personne âgée, qui a des problèmes de mobilité, ou carrément quelqu'un qui a des problèmes physiques. Et là, on s'en occupe comme proche aidant. Alors, on vient de démêler ça. Pour ce qui est d'un père aidant... C'est quoi la différence? Ça, c'est pour la santé mentale. OK. Alors, c'est vraiment un problème de santé mentale. Alors, la personne, soit père aidance, elle a eu le problème de santé mentale et elle vient redonner, justement, aider les gens, justement, qui sont présentement aux prises avec un problème de santé mentale. Un père aidant, c'est une personne qui vient en aide à quelqu'un qui peut vivre, justement, avec des issues là, de troubles mentaux. C'est ça. Et c'est important de le mentionner. Oui. Ces gens-là ont déjà vécu ça, ont déjà vécu une certaine forme de problématiques de santé mentale et par la suite, bien, ils viennent redonner un petit peu pour venir aider ces gens-là. Mais aussi, il y a père aidance famille. Oui. Ça, c'est vraiment des gens qui sont alentours, qui ont eu un proche qui a eu un problème de santé mentale et qui ont vécu tout ça et qui ont vécu toute l'aventure. Et puis par la suite, bien, vont redonner à la communauté, encore une fois, va aider les proches aidants qui sont autour de ça. Donc, quand on parle de père aidance, Stéphane, vous, l'Arc-en-Ciel, en fait, vous aidez ces personnes-là à s'orienter? C'est un peu votre travail? Bien, dans le fond, on a développé un département père aidance famille. Oui. Alors ça date de quand même 4 ans environ. Okay. Et puis, ça prend des gens formés. Là. On ne décide pas du jour au lendemain, on devient père aidant famille. Alors, justement, pris une note. C'est une formation de 700 heures qui est donnée par l'Université du Québec à Rimouski. Alors, c'est pas rien. Et j'imagine que ça doit être une formation qui va dans tous les secteurs. Par la suite, ce qu'on donne par la suite, c'est des rencontres et discussions avec les membres de l'entourage. Alors, ces gens-là organisent des conférences, mais aussi des groupes de discussion. Ensuite de ça, on fait des animations de groupes d'entraide dans la communauté, des témoignages qui sont faits, ça, j'en reparlerai un petit peu tantôt, participation à des ateliers d'information et organisation de conférences et ateliers. Donc, c'est pour ça qu'on a une programmation spéciale, justement, pour les pères aidants et les pères aidants famille, justement. Dans le fond, je veux juste mentionner que celui qui était hier soir, c'était sur la culpabilité. Je vous donne le titre exact, « Comment se libérer de la culpabilité ». Et le prochain, c'est le samedi 2 décembre de 9h à 11h. C'est au, si ma mémoire est bonne, c'est au Chavigny, le restaurant de Chavigny. C'est pour maintenir l'équilibre, connaître et répondre à mes besoins. Alors, et ces conférences-là, est-ce que ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont intéressées par la père aidance ou ça s'adresse vraiment à la population en général? Non, c'est vraiment la population en général. Okay. Dans le fond, c'est sûr que faut avoir une préoccupation de santé mentale, OK? Ça peut être qu'on veut juste en connaître plus sur le sujet ou peut-être qu'on a un proche aussi qui a une problématique de santé mentale. Alors, on peut venir écouter les thèmes, mais c'est vraiment
pour la population en général. Donc, vous pouvez venir à nos conférences. En plus, celle du 2 décembre, c'est au Chavigny, donc on peut déjeuner avant. On peut réseauter, on peut peut-être jaser avec nos pères aidants famille. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça qui est une opportunité importante et intéressante qui vous est donnée justement de plus en connaître sur le sujet parce que souvent, on parle beaucoup de santé mentale, on ne sait pas trop c'est quoi. Hein? On ne sait pas trop comment on peut intervenir, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là si on n'est pas intervenant. Là. Exactement, parce que si c'est un trouble de santé, si on voit quelqu'un qui a un trouble de santé physique, bon, un bras dans le plat, on le voit. Mais la santé mentale, en tant que personne qui veut aider, c'est toujours un peu plus ambigu. Là, et ça, j'imagine que ça rentre justement dans vos cordes là, à l'Arc-en-Ciel pour pouvoir orienter les gens qui veulent faire la différence. Et c'est pour ça, n'hésitez pas, venez nous voir. On a une équipe de... Puis les gens ne le savent pas, on a une équipe de 25 personnes qui travaillent à l'Arc-en-Ciel, dont une vingtaine d'intervenants qui sont là pour justement intervenir dans différents départements. On a parlé beaucoup aujourd'hui de la paraidance, mais comme je vous le dis, il y a beaucoup d'autres départements et on va vous accueillir et on va vous orienter vers le bon volet de service qui va pouvoir vous aider. Un peu plus tôt, Stéphane, tu me disais qu'il y a un volet de témoignage également. Oui. Et peux-tu un peu nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, dans le fond, c'est une toute nouveauté qu'on vient de commencer en septembre. C'est que nos proches aidants, pas nos proches aidants, nos pères aidants famille, OK, se sont bâtis une petite conférence de 15 minutes pour les organismes, pour les municipalités, dans le fond, toute organisation qui voudrait en connaître plus sur le sujet. Alors, ça dure 15 minutes, on vient présenter et dans ça, il y a des témoignages aussi qui sont faits. Parce que c'est ça, on parle de père aidant, donc on a... père aidant, on a regroupement des proches aussi et on a père aidant famille comme département. Alors, c'est tout présenté dans cette petite présentation-là, justement pour que les gens puissent connaître c'est quoi les services de ce côté-là, puis comment on peut aider les organismes et la population en général. De ce que je comprends, un groupe peut vous approcher en disant hey, on aimerait ça peut-être en apprendre plus, et là, vous avez justement quelqu'un qui vient faire cette conférence-là pour peut-être dans une entreprise. On se rend à leur réunion, hein, c'est ça. Fait que à date, c'est au début, on a commencé avec des organismes à but non lucratif, mais de plus en plus, on commence à avoir des demandes. Donc, on est ouvert à aller faire cette présentation-là, justement, parce que la santé mentale, c'est de plus en plus important. Et c'est le fun d'avoir des outils, d'avoir des témoignages, d'entendre parler un petit peu pour, justement, être prêt si on voit des signes, des signes avant-coureurs, puis tout de suite orienter la personne. Et la prochaine conférence de l'Arc-en-Ciel, vous disiez, Stéphane, tout à l'heure que c'est au Chavigny en décembre. Quoi, ça va 2 décembre. Pour cette conférence-là? Oui, bien dans le fond, on reçoit la directrice générale de l'Association canadienne de la santé mentale pour Québec, c'est-à-dire Mme Monique Bonieski, donc qui va nous parler du sujet de l'équilibre, OK? L'équilibre entre, j'en fais-tu trop, j'en fais-tu pas assez, comment je m'occupe de ma santé mentale. Je donne un exemple, on en parlait justement cette semaine en équipe. Hein? L'importance de prendre des pauses dans une journée. Hein? Souvent, on a tendance à vouloir travailler toute la journée sans s'arrêter. Et ça, pour la santé mentale, c'est pas très bon. Hein? C'est juste un petit décrochage de 10-15 minutes, faire autre chose, aller s'oxygéner. C'est important, puis ça fait qu'on peut faire une super bonne journée, puis qu'à la fin de la journée, on est encore efficace. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça quand on parle d'équilibre, là. Ça en a un excellent. Et il y en a plusieurs autres qui vont être donnés sûrement dans la conférence. Bien, Stéphane Lépine, agent de communication et relations avec le milieu. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à nos téléspectateurs? Oui, bien, juste 2 petites choses. Premièrement, numéro de téléphone pour nous rejoindre si vous voulez avoir plus d'informations sur l'Arc-en-Ciel, l'organisme de santé mentale de Portneuf. 285-38-47, site internet l'arc-en-ciel-portneuf.org. Et la deuxième petite chose, bien, n'hésitez pas. Hein, si c'est pas obligé que ce soit vous, ça peut être quelqu'un que vous ne savez pas trop, ça a l'air à pas bien aller, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler et puis on va vous référer la bonne personne, le bon service et puis on est là pour vous. Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le chauffage à la biomasse représente une alternative bien intéressante pour les entreprises d'ici.
Autant pour le niveau environnemental que monétaire, l'entreprise Prométal de Deschambault utilise le système à la biomasse depuis quelques années. Aubert Tremblay nous a dressé le portrait. Toute l'usine de Prométal Plus à Deschambault est chauffée à la biomasse, plus exactement au copeaux de bois. Jusqu'à il y a 5 ans, l'usine était chauffée au gaz naturel et à l'électricité. Glycol dans le plancher, puis à l'eau pour les aérothermes à l'eau chaude. Le changement de système a permis de réduire la facture de chauffage de moitié. J'étais à 39 000 là, 5 ans, puis l'année passée, on était à 18 200 de copeaux. C'est moins que la moitié, quoi. Un petit peu moins que la moitié. Le bois est amené à la fournaise complètement en automatique avec des jeux de vis et des senseurs et tout ça. Donc, il n'y a pas de... C'est pas plus d'ouvrage que l'huile, c'est pas plus d'ouvrage que le gaz naturel. C'est le fondateur de l'entreprise, Sylvain Deshaies, qui a eu cette idée. En fait, elle lui trottait dans la tête depuis des années. Dans mon ancienne vie d'avant Prométal, j'étais au gouvernement comme inspecteur d'appareils sous pression, tuyauterie, tout ça. Puis on inspectait des bouilloires à écorce, des bouilloires à copeaux d'anciennes générations d'avant 1995. Là. Et on visitait des usines qui réparaient ces fournaises-là pour des moulins à papier ou des moulins à scie. Alors, c'est là que j'avais pris l'idée, c'était dans le secteur de Sherbrooke. Alors, quand il a vendu son entreprise à ses successeurs, il s'y est mis à fond. D'autant plus qu'il avait déjà mis la main à la pâte. Il y a 10 ans, j'avais participé à l'installation de la bouilloire à Écorce à Saint-Gilbert, qui était la première paroisse dans le Grand Port-Neuf qui avait décidé de s'aventurer dans les chauffages à l'eau chaude de l'Église, le presbytère, la municipalité, l'école, tout ça. C'est là 10 ans à Saint-Gilbert. Il y a eu un temps de latence, puis là, ça fait 6 ans qu'on travaille là-dessus. Parce que le marché des énergies vertes est en développement. Alors, pour quoi de mieux que de commencer par des fournaises, on va dire, pas très haute technologie, qui est de la fournaise à l'eau chaude chauffée au copeaux. Tout simplement, pas du chauffage de bâtiment ou du chauffage de procédés. Il travaille aujourd'hui avec une firme originaire de Finlande, installée à Drummondville. C'est elle qui conçoit l'automate qui contrôle la combustion, par exemple. On voit que le feu, là, présentement, est à 93 %. Pourquoi? Parce que la température de l'eau chaude, lequel on demande 85, présentement est à 86. Ça, c'est ça la technologie finlandaise, là? Oui, oui, absolument. Mais c'est fait ici à Drummondville, là. Le panneau est fait à Drummondville, chez Multico, là. Prométal fait un peu figure de pionnier. Le carnet de commandes n'est pour l'instant pas très rempli. Quand on change comme ça, ça part pas en courant. Hein? C'est une belle pente tranquille là, qui va continuer à se développer. On n'entendait pas parler du tout, là, 8 ans, là. Zéro. Puis, là, ces années-ci, on en parle plus. Là. Prométal a tout de même déjà vendu plusieurs chaudières comme celle-ci, destinées à une entreprise de Saint-Gilbert. Le brûleur est ici. Ouais. Le feu vient... puis il y a un mur de briques, ça. Il vient... Ça, il y a une série de tuyaux debout ici. Fait qu'il vient passer dans les tuyaux avant de sortir par la cheminée en bas, là-bas. La cheminée est en bas, là. En bas, là. Ah, c'est ça, ce que du plywood? Voilà. Oui, c'est ça, en plein ça. On a déjà la régie verte à Neuville. Puis, bien sûr, il y a une compagnie à Bécancour qu'on a livrée l'an passé, il y a 2 ans plutôt. Après ça, 2 réserves indiennes, une qu'on a livrée il y a 1 mois et demi là, au nord de l'Ontario, mais juste un peu dépassé à Rouyn-Noranda. Ah oui? OK. Ouais, ouais. Fait qu'ils vont chauffer... Avant, ils chauffaient la réserve indienne à l'eau, à l'huile, excuse-moi, par l'eau chaude souterraine. Puis là, ils vont chauffer biomasse par l'eau chaude souterraine, le même réseau. C'est juste, ils enlèvent l'huile pour mettre du copeaux. Un des freins, c'est l'approvisionnement. Dans Port-Neuf, il y avait déjà un certain réseau. L'année passée, j'ai fait 80 tonnes, moi personnellement, avec un employé chez nous.
Puis l'autre partie, c'est les résidus de le contreplaqué de Saint-Casimir chez Columbia Forest. Columbia Forest. Qui est récupéré par Transport du Rocher, qui est chippé chez du Rocher, qui est livré ici directement dans la réserve. OK, donc il y a une filière d'approvisionnement. Oui, oui, absolument. Oui, oui. Ça a-tu été difficile à mettre sur place? Non, parce que lui, il avait déjà une fournaise, M. Durocher, depuis 9 ans, 10 ans, lui-ci. Donc, il avait déjà du copeau pour lui. Okay. Donc, d'en faire pour lui, en premier, le village de Saint-Gilbert en deuxième, il y avait déjà 10 ans de vécu. Alors, d'en fournir à nous, c'est un jeu d'enfant. Mais le potentiel est énorme, rien qu'en résidus, sans couper un seul arbre et sans faire de recherche particulière. Oui, il y a beaucoup de ressources. Juste dans l'ouest de Portneuf, là, plus que 2000 tonnes là, disponibles. Là. Puis, à titre d'exemple, moi, je vais en prendre 160 tonnes. Il y a une filière qui s'organise tranquillement. C'est comme autre chose. Ça se peut que le tremble, s'il y a un marché pour le copeau, il y a quelqu'un qui va le bûcher pour le mettre en marché. Hein? Parce que le tremble n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais au chauffage, c'est excellent. Au Québec, ce ne sont pas les résidus de bois qui manquent. Actuellement, ils sont souvent enfouis, ce qui coûte de l'argent. On jette à grands frais de l'énergie qui pourrait être utilisée pour le chauffage. Des compagnies qui ont du résidu vont faire le même raisonnement. Ils vont dire je pense que. Comment ça coûte recycler mon résidu pour le chauffer, tu sais? Parce que les hivers, ils ne sont pas terminés. Même avec le réchauffement, là, il y a des hivers assez froids aussi. Hein? Pour Sylvain Deshaies, il va de soi que la biomasse a un bel avenir devant elle. Le monde idéal serait, à la fin de l'exercice, qu'on fasse une fournaise qui a un échangeur, que dans l'hiver, on chauffe ici, puis dans l'été, on va sécher du grain chez le cultivateur, puis on le ramène ici. Là. Même à cabane à sucre, chez nous, je fais le sirop au copeau. Et vous pensez que ça pourrait être généralisé dans les érapilières qui actuellement sont au mazout? Ça va, nécessairement. Les premiers rues chauffées à biomasse, ils sont pas loin. D'ailleurs, vous allez sortir votre caméra dans pas très longtemps, puis ça va être pour inaugurer une rue qui va être chauffée à biomasse. Celle à Saint-Marc, là? Entre autres, puis Saint-Thuré, ben ça dans l'Orniette aussi, puis Saint-Hubert, ça dans l'Orniette aussi. Fait que, oui, ça avance. Aubert Tremblay pour CJSR. La ressourcerie de Portneuf étend ses services depuis quelques années. L'organisme à but non lucratif a pour mission de créer de l'emploi et de détourner des matériaux des sites d'enfouissement. Charles nous a réalisé un reportage sur le développement qu'a vécu l'organisme après avoir reçu un financement du FRCN. Voici son reportage. Pour poursuivre sa mission sociale et environnementale, la ressourcerie de Portneuf a réalisé dans les dernières années plusieurs projets lui permettant d'étendre ses services et qui représentent des investissements de 260 000 $. L'organisme a reçu une aide financière de 160 000 $ provenant du Fonds de la capitale nationale. Installée à Saint-Marc-des-Carrières depuis 1998, la ressourcerie est un organisme à but non lucratif qui offre à la population des vêtements et des meubles à prix modique. Je suis Denis Lépine, président de la ressourcerie de Portneuf depuis près de 22 ans maintenant. La ressourcerie de Portneuf est une entreprise d'économie sociale où nous avons des employés. Le but original, c'est de créer d'emplois, c'est ce qui a été fait avec le temps aussi. Et nous avons près de 7 à 8 bénévoles qui viennent nous aider, un très bon conseil d'administration qui nous appuie, puis une population qui fait qu'on a une réussite terrible, régionale. La mission, c'est de récupérer le textile et de le remettre en vente. Autrement dit, ça fait une partie de l'économie circulaire, qui est très en mode aujourd'hui. Fait que le but premier, c'est de faire ça. Suite à ça, on s'est entendu avec les autres ressourceries justement pour récupérer le linge de surplus pour, comme on a vu tantôt, envoyer en exploitation dans les vannes. Fait que ça fait partie de la mission aussi. Plus de 14 remorques par année s'en vont à l'exportation. Celle-là s'en va à Montréal. Tout ce qui est là n'est pas enfoui à X montant d'argent dans Portneuf. Encore là, on récupère, puis le but, c'est de ne pas enfouir.
Avec le temps, la ressourcerie s'est agrandie. Il y a besoin de beaucoup d'espace. Nous avons fait la première acquisition. Il y avait une maison ici en avant. C'était l'ancienne maison où il y avait les téléphones nécessairement des carrières. C'était la première que nous avons achetée, que nous avons enlevée. Ensuite, nous avons fait l'achat ici de Mme Fizette, M. Fizette. Il y avait une maison ici aussi qui est partie l'an passé. Et la dernière acquisition que nous avons faite, c'est la dernière maison au fond avec le garage. Et nous avons fait enlever la démolition, ce qui fait que présentement, en fait, terrain, la ressourcerie de Portneuf est pour longtemps bien installée. On en est venu à l'idée de poser une clôture comme ça qui fait le tour du terrain, que nous ouvrons un peu les fins de semaine quand même pour que les gens puissent faire des dépôts. On peut dire qu'avec le temps, on a au moins 500 600 000 d'investissement qu'on a fait ici. Le dernier coup, c'était avec le Fonds de capital national qui nous ont donné 160 000 nous avons réalisé pour 260 000 de travaux. Ça, c'est la dernière phase là, qui finalise pas mal ce qu'on est rendu. Et la dernière phase qu'on vient d'arriver aujourd'hui, c'est de refaire le receiving à l'extérieur, l'achat des 2 maisons qui étaient côté et la démolition des maisons de l'autre côté, la rénovation du garage, puis la clôture. Autrement dit, tout l'ensemble que vous avez vu aujourd'hui, la ressourcerie dans son état actuel, là, c'est pas mal les étapes qui s'est faites, 4 gros mouvements, mettons. On va arriver ici le lundi matin, là, puis ça va être plein, là, plein comme ça. Ça va être terrible, ça va être bien plein. Pas des fins de semaine, mais régulièrement. À l'origine de tout, là, 20 ans, c'est un atelier de couture qui a supposé être fait là, dans l'autre local. On l'a gardé. Présentement, on a des bénévoles, tu vas le voir tantôt. Mme Claire, c'est elle qui fait le bénévolat 2 jours semaine à la ressourcerie. À l'origine, il y avait peut-être, moi je dirais, 80 du matériel qui est appauvri. C'était pas beau. Aujourd'hui, tout ce qu'on ramasse de partout, qui tombe dans les chutes, je peux vous dire que 20 du matériel arrive avec le prix après qui n'a jamais été mis. Là. Moi, c'est le travail colossal des gens en font. Des fois, ils vont dire qu'ils gaspillent, mais ils ne gaspillent pas, ils le ramènent ici. T'sais. Les gens partent de partout. Moi, c'est ça qui me merveille le plus, c'est de voir les gens, où vous venez de haut, telle place, là, puis venez porter ça ici. C'est quelque chose là, quand vous pensez à ça. Fait que la population, ça a rentré. Ça n'a bien pas pris 20 ans, mais avec le temps, c'est dans la culture. Puis on ne peut plus passer à côté de ça. Ici, c'est l'atelier de réparation. Avec le temps, on a réussi à avoir une personne qui est à la retraite qui vient travailler 3 jours semaine, 4 jours semaine. Puis on fait les nettoyages et les réparations légères, naturellement. C'est sûr que pour une laveuse sécheuse, pour un poêle, c'est très facile à faire de la rénovation. Les frigos, c'est pire un peu. Par contre, on fait le gros possible pour en vendre le plus qu'on peut. Les gens ont vraiment besoin, puis c'est un besoin qu'on comble là, assez bien. Là. C'est toujours bien? T'es en forme? Bon. Si, mais ça suit les saisons. Ça suit les saisons. Et je vais faire une prédiction, j'en fais pas souvent, on manquera jamais de sapin de Noël. On en vend 75 à 80, puis on revient, je dirais, 90 à chaque année. Fait que jamais on manquera de sapin de Noël. C'est un retour. Je serais curieux d'avoir un GPS dessus pour voir où est-ce qu'on va nos sapins de Noël. On voudrait que ça perdure puis ça continue, mais j'ai l'impression que le mouvement est tellement grand là, que ça arrêtera pas. Là. Concernant la Ligue d'improvisation organisée par CJSR en collaboration avec le cinéma Alouette de Saint-Raymond, les séries éliminatoires sont terminées alors qu'une égalité a conclu le match final entre les Mauves et les Jaunes. La population est invitée au cinéma Alouette lundi prochain pour le match des étoiles, le dernier match de l'année. Par la suite, la Ligue reviendra en 2024, en fait, le 29 janvier. D'autre part, le bingo CJSR poursuit sa lancée ce dimanche sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels pour en nommer que quelques-uns. Il y a le dépanneur Rive à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc et Alimentation Duplain à Saint-Raymond. C'est donc ce qui complète le bulletin d'information en ce 16 novembre. Merci à Tony, Philippe, Luc, Carole, Aubert, Charles pour leur collaboration. Mon nom est Danick Julien. On se laisse avec des images du spectacle qui a été présenté aux bénévoles lors de la soirée des bénévoles de Saint-Raymond le 3 novembre dernier. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Délicat moins rapide. Pas délicat, rapide. Ça donne une idée de ton style.
que ma main peut sortir des gènes. Honnêtement, là, je suis moi, je suis genre mon pouce, là. Je sais que ça sort pas mal. Tu vas mettre le sac vers le haut, tu lui donnes un coin, ou la couture, où ça fasse beau. L'ouverture vers le haut. Ouais. Une seule main ou la couture. 4 doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. On tient fermement. Centrez-vous puis centrez le sac. Centrez-vous et centrez le sac. Dites oui tout le temps. Vous êtes intelligent? Oui. Parfait. Quelle partie de votre billet de banque est unique au Canada? Ça veut dire que parmi les milliards de 5 $, c'est le seul qui a ça. Oui, le numéro de série, vous saviez ça? Ou c'est du hasard? Vous savez. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec l'argent? Le couper. Vous savez ça. Alors, c'est pour ça que vous perdez 5 $ ce soir. C'est pas une illusion, mais toujours vrai.